Merci à tous, bonsoir, merci d'être là, ravie de vous accueillir. Alors, je suis un peu émue quand même, parce que je vous expliquerai un peu le pourquoi à la fin, mais en réalité, cette conférence, l'idée de cette conférence vient du fait qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de soutien. Et donc, ça fait chaud au cœur d'avoir ce soutien. Merci Emmanuel. Dorothée, président, Brigitte, merci à tous. Merci Marilyn. Et donc, c'est sur une idée d'Emmanuel, le titre donc d'avocate à éditrice. Alors, mon environnement familial, dès le départ, est un environnement qui est ancré dans la culture, dans la lecture. Ma mère a commencé très très vite à me nourrir de lecture, mais aussi de discussions extrêmement enrichissantes. Je me souviens de nombreuses discussions que nous avions autour de thématiques que j'étudiais d'abord au collège, ensuite au lycée. Le conflit israélo-arabe, les guerres mondiales, etc. J'avais toujours des discussions avec elle, donc très vite, mon intérêt a été éveillé aussi bien pour la lecture, pour la réflexion que pouvait procurer la lecture, que pour l'histoire et la compréhension de l'histoire pour comprendre le monde dans lequel j'évoluais. Et ça m'a vraiment beaucoup ancré. C'était la même chose avec mes cousins qui étaient les enfants de la sœur de ma mère. Donc, on a baigné dans cette culture-là. Et je crois que ça a fait beaucoup de différence par rapport à d'autres et j'en suis extrêmement reconnaissante. Ce qui fait que quand je suis partie faire mes études, alors je précise que j'avais toujours dit que je ne serais jamais avocate et qu'effectivement j'ai commencé un cursus de gestion parce que je voulais être chef d'entreprise. Donc je suis rentrée à Paris Dauphine. Et puis en cours d'études, je tombe sur un professeur de droit, Alain Gauzy, qui d'ailleurs se trouve être un ami de ma mère et je n'en savais rien. Et je découvre le droit des obligations et c'est la matière, si vous voulez, qui fonde la compréhension du droit des contrats. Et c'est un vrai coup de foudre. Et je me dis, mais je veux faire du droit. Et donc, du coup, entre Sorbonne, Assas, Nanterre, je fais du droit. Et à un moment donné, fatalement, le virus était là de toute façon. Parce que, encore une fois, petite, encouragée à lire, mais aussi encouragée à prendre la parole. Ça, c'est quelque chose aussi qui est de l'ADN familial. Ça a toujours été de me dire, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Quelle est ton opinion sur telle chose? Et toujours me laisser parler. Je n'avais pas ce que d'autres enfants ont pu connaître, qui est tais-toi, je suis fatiguée, tu parles trop, etc. Je parlais toute seule, je parlais avec mes poupées. Et donc, très vite, je me suis mise à, entre guillemets, plaider. J'étais déléguée de classe souvent. J'allais souvent défendre mes camarades. Donc, ça a continué à l'université où effectivement les profs m'ont reconnu une certaine qualité d'éloquence. Et donc, je décide d'être avocate à la grande surprise de ma mère, mais qui est vraiment stoïque. C'est très bien ma chérie, qui ne saute pas de joie, même si je suis sûre qu'intérieurement, ça a été un très grand bonheur. Je précise que mon parrain est avocat, Charles-Henri Michaud, ma marraine est avocate, Marie-Alice André Jacoulet. Donc forcément, petite, j'ai beaucoup entendu des affaires de droit, j'ai beaucoup entendu parler de leurs dossiers, de tout ce qui est droit, droits humains, droits des femmes, etc. Dina, qui était la meilleure amie de ma marraine et de ma mère, était là aussi. Enfin bon, voilà. Donc j'ai baigné dans tout ça. Donc j'arrive à l'école des avocats et je termine très très bien placée. Je suis 12e sur 1200. Donc on me fait un certain nombre de propositions, mais je décide de rentrer en Martinique. Mais pendant mon cursus de droit, j'ai envie de faire autre chose que le droit. Je suis un petit peu hyperactive, il faut que je l'avoue, et je décide de rentrer dans un cursus d'histoire. Je fais d'abord de l'histoire de l'art en étant auditeur libre à l'école du Louvre, mais je veux aller plus loin, je m'inscris dans un 3e cycle d'histoire et d'archéologie africaine. Et je découvre non seulement l'existence des diasporas noires et les mouvements entre l'Afrique, les Amériques, l'Europe. Je découvre aussi tous les territoires africains, toutes les tribus africaines, avec tous les arts différents. Quand je sors de ce 3e cycle,
on me présente un masque, je suis capable de reconnaître de quelle ethnie il s'agit. J'étudie ça pendant 2 ans avec bonheur, avec passion. Et j'ai un rêve aussi qui est de me dire, mais tiens, pourquoi ne pas travailler chez un commissaire-priseur ou dans une maison de vente aux enchères? À cette époque, il y avait encore le monopole des commissaires-priseurs, mais Christie's et Sotheby's commençaient déjà à rentrer sur Paris. Christie's et Sotheby's, qui sont de grandes maisons de vente aux enchères, l'une américaine, l'autre anglaise. Mais je découvre surtout pendant mes années d'histoire des personnages importants, alors majoritairement des hommes, qui sont des auteurs noirs américains, qui sont des auteurs issus de ce mouvement qui s'appelle le Harlem Renaissance, qui est un mouvement culturel noir américain, qui développe l'idée que les Noirs, à cette époque, on est dans une ségrégation très dure aux États-Unis, ont autre chose à apporter à l'histoire des Amériques, de l'Amérique et à l'histoire du monde. Et donc, il y a un certain nombre d'auteurs qui écrivent énormément sur tout ce qui est véritablement la fierté d'être noir, sur l'image du noir, sur les valeurs du noir. Et je découvre que ces personnes écrivent avant un certain Aimé Césaire. C'est un choc pour moi. Et puis, en même temps, je rentre dans un cabinet d'avocats où je fais plusieurs stages, qui est un cabinet d'avocats qui est dirigé par Sauveur Wes. Sauveur Wes, c'est un monument. C'était un monument parce qu'il est décédé il y a 2 ans. Grand avocat pénaliste, notamment de certains dictateurs et notamment d'un dictateur haïtien, mais aussi passionné d'œuvres d'art. Et il développe une compétence particulière sur un contentieux, qui est un contentieux extrêmement pointu en France à cette époque-là, qui est le contentieux relatif aux exportations d'œuvres d'art. L'idée, c'est que quand des personnes ont des œuvres d'art qui valent très très cher, qui sont surtout considérées comme ayant une valeur historique pour la France, elles ne peuvent pas sortir ces œuvres d'art des frontières françaises. Donc, vous êtes collectionneur, que vous soyez français, américain, anglais, vous avez des Picasso, des Monet, etc. La France, l'État français considère que vous ne pouvez pas les sortir. Évidemment, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce droit constitutionnel qui est le droit de propriété. Et donc, on développe toute une jurisprudence sur l'indemnisation des propriétaires de ces œuvres d'art qui, ne pouvant pas sortir ces œuvres d'art pour les envoyer dans leur propriété au Japon, aux États-Unis, etc., doivent être indemnisés par l'État français. Sauveur Wes fait partie de ces avocats. En fait, je pense que c'était le seul cabinet spécialisé. Et à l'époque, il gagne le premier gros procès d'indemnisation. C'est un Français qui veut sortir de France un Van Gogh. L'État français l'indemnise à hauteur de 400 millions de francs. Et il y aura comme ça un certain nombre d'affaires d'indemnisation pour lesquelles il développe cette compétence particulière. Et je travaille avec lui. C'est quelqu'un qui, effectivement, va gagner énormément d'argent. Il travaille avec les États-Unis et il développe une écurie de chevaux qui vont courir un peu partout. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette photo de lui avec un de ses chevaux. Et il a été vraiment un de mes mentors. J'ai eu 2 mentors, lui et ensuite, quand je vais rentrer, ma mère. Mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a formé beaucoup à toutes ces questions relatives à l'art, à la culture, aux œuvres d'art, mais aussi aux droits de l'homme. Il avait beau défendre Duvalier, c'était quand même quelqu'un qui était aussi, par ailleurs, très attaché aux valeurs des droits de l'homme. Je fais donc 2 mémoires de fin de cycle en droit, puisque je suis les 2 cursus. En droit, je travaille sur les exportations d'œuvres d'art, et en histoire, dans mon cursus d'histoire, je travaille sur une matière qui n'a jamais vraiment été étudiée. Je fais une sorte de compilation de toutes les ventes aux enchères d'objets d'art africains des 30-50 dernières années pour pouvoir en tirer une cartographie, notamment des valeurs, puisqu'à cette époque, l'art africain prend beaucoup de valeurs et ça me permet de pouvoir faire une cartographie par rapport aux différents objets d'art issus des différentes tribus. Et donc, c'est un travail qui intéresse un certain nombre de personnes. Je suis contactée notamment par un cabinet d'avocats parisien qui travaille beaucoup avec les États africains, qui veut mon mémoire. Donc, c'est vrai que j'ai des perspectives de travail en France, à Paris, sur les œuvres d'art.
Mais je commence à avoir un rêve. Parce que je me rends compte à travers mes études d'histoire qu'il y a quand même une difficulté, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de nous ultramarins. Et là, je commence à avoir un rêve et j'ai en tête cette phrase que vous connaissez: tant que les lions n'auront pas leurs propres histoires, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Et je me dis, mais tiens, j'aimerais un jour créer ma maison d'édition. Mais bon, je pense que l'appel du pays me travaille. Je rentre et je prête serment un certain 21 mars 1997 et je mets de côté mon rêve. Je suis donc à la cour d'appel de Fort-de-France avec ma mère et ma grand-mère qui est évidemment très très fière. Tout le monde est très fier et moi je suis clairement très très heureuse. Et donc je vais rester 27 ans au barreau de Martinique avec des dossiers d'abord en droit des affaires puisque je fais essentiellement un cursus de droit des affaires international. Ensuite, du droit pénal. Je découvre le droit pénal parce qu'il y a une règle au barreau de Martinique qui veut que quand on arrive jeune avocat, on doit obligatoirement faire du pénal. Donc, on se retrouve le lundi matin, par exemple, on arrive à l'audience de comparution immédiate, on nous remet 10 dossiers et c'est 10 personnes qui sont là, qui sont parfois même dans les box en prison, en fait. Et on doit les défendre et on a 10 plaidoiries à faire et on a intérêt à être original pour ne pas dire chaque fois la même chose. Donc ça m'a beaucoup formé encore plus à avoir un esprit de synthèse, à être rapide et à la plaidoirie bien sûr. Et donc je milite aussi parce qu'à un moment donné dans ma vie professionnelle, il y a des défis dans la profession pour lesquels il faut descendre dans la rue. Ça n'arrive pas souvent, mais parfois les avocats manifestent. Le Covid arrive et déjà c'est un peu compliqué d'exercer. Et là, c'est la dernière image, c'est moi en décembre 2024. Je suis lors de ma dernière manifestation pour le barreau avec 2 consoeurs, Catherine Cardereau et Pascaline Jean-Joseph. J'interviens comme modératrice lors d'une manifestation internationale du barreau. La bâtonnière que vous voyez à gauche me demande d'intervenir comme modératrice pendant 2 jours avec des avocats qui viennent du monde entier, ce que je fais avec bonheur. Donc, 27 ans de bar, qui sont des années intenses avec des dossiers au pénal. J'aime beaucoup, beaucoup le pénal, j'aime beaucoup la défense. Comme je disais souvent, mon plus grand kiff, c'est quand je suis aux assises à la défense. En général, derrière moi, c'est le pire des criminels. Je suis rentrée dans la salle avec tout le monde qui me déteste parce que je suis l'avocate de cette personne, meurtrier, assassin, enfin, etc. Et que j'entends le président de la cour d'assises qui dit « Maître, vous avez la parole ». Et là, je sais que vraiment tout le monde me déteste, qu'il va falloir que je fasse la salle vraiment se retourner pour expliquer que mon client n'est pas un monstre. Donc vraiment, j'ai aimé être avocate, j'ai aimé le pénal. Ça m'a vraiment, vraiment forgé de façon parfois très, très, très dure. Il y a des fois où j'avais du mal à dormir. Et quand j'ai arrêté de faire des dossiers d'assises, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de mal à passer le dossier. C'est-à-dire que pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, j'avais encore des images du dossier. Là, je me suis dit, bon, il faut passer à autre chose. Donc, 27 ans de bar. Et parallèlement à mes activités, je suis également engagée dans une association de femmes qui est le Soroptimiste International. Je salue mes sœurs Soroptimistes qui sont là. Et je deviens conférencière. Je découvre pour la première fois en 2012 que j'aime ça en fait, que j'aime expliquer aux gens l'histoire, que j'aime faire partager cette passion que j'ai toujours pour l'histoire. Donc, je commence pour le Soroptimiste et régulièrement, je donne des conférences. Je continue toujours sur des personnages de la diaspora caribéenne et je vais même jusqu'à organiser des soirées culturelles. Et la première que j'ai organisée, c'était sur Christiane et Dapierre, justement. Mais je me rends compte que je veux aller plus loin. Je veux écrire. Je veux écrire sur une femme inspirante. Je veux que ce soit une femme qui soit encore en vie. Ma mère m'encourage, comme toujours d'ailleurs. Et je rencontre en 2013 Christiane et Dapierre. Et pendant quelques années, je vais régulièrement aller la voir. Elle habite dans la campagne d'Angers, dans une grande maison. Elle est veuve, mais elle est totalement dynamique. Elle a toute sa tête. Et on passe de longues heures à échanger. Je m'installe dans la région pendant, en général, des séjours d'1 semaine. Et tous les jours, je vais la voir. Et vraiment, on développe
une relation affectueuse très forte, vraiment. On s'aimait vraiment beaucoup. Et avec elle, je découvre sa tante, qui est Paulette Nardal, dont on me parle comme une femme qui a créé une chorale. Et en fait, je découvre qu'elle a fait bien plus que ça. Paulette Nardal, qui est la première étudiante noire à la Sorbonne, la première journaliste noire de France, attachée parlementaire, qui a été féministe, qui a créé un mouvement féministe, une revue féministe, qui est victime civile de guerre parce que elle va être dans un bateau qui va être torpillé par un sous-marin allemand. Elle va rentrer en Martinique, qui est à ce moment-là sous le régime de l'amiral Robert, et elle va donner des cours d'anglais clandestinement à des jeunes qui partent en dissidence au risque de se faire arrêter. Elle va travailler à l'ONU pendant 1 an et demi. Elle va revenir en Martinique et va aider les femmes qui viennent d'obtenir le droit de vote à aller voter en organisant des convois de bus, des convois de taxis. Elle va faire un gros travail de conservation du patrimoine culturel. Enfin, je découvre une femme exceptionnelle. Et avec elle, je découvre qu'il y a toute une série de femmes qui sont là et qui, en fait, sont complètement oubliées de l'histoire. Elles sont invisibilisées. Et je découvre, puisque je suis dans cette association féministe où l'on parle des violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes sont un des axes de travail des Soroptimistes. Je découvre qu'il y a une catégorie de violences beaucoup plus subtiles dont on ne parle pas. Les violences physiques, les violences psychologiques sont tellement importantes qu'il n'y a pas tellement de temps de parler d'autre chose, comme de cette violence très subtile qui est le fait que les femmes n'apparaissent pas suffisamment dans l'espace public. Quand je commence à travailler là-dessus, on est à 10 à 15% de noms de rues, de places qui sont des noms de femmes. Aujourd'hui, on est passé de 6 à 8. Donc, on régresse complètement. Et donc, des femmes qui ne sont pas dans la cité, dont on n'a pas les noms de rues, de places, etc., ce sont autant de petites filles qui ne pourront pas s'inspirer de ces femmes-là et autant de petits garçons qui ne trouveront pas normal d'avoir des femmes en situation de réussite et de puissance. Donc, la violence qui est faite aux femmes de ne pas restituer leur réalité dans ce qu'elles font dans l'histoire va beaucoup plus loin en termes d'impact sur les générations futures. Donc c'est quelque chose qui commence à me passionner, mais la vie fait que je dois m'arrêter un peu parce qu'on est en 2015 et on me découvre un cancer, j'ai un cancer du sein. Donc je dois faire une pause, je dois me poser un petit peu et je réfléchis beaucoup sur la notion de sens. Mais je ne m'arrête pas tellement en fait. Je continue à travailler et en particulier, je crée cette association qui me tient à cœur, qui est Paulette Nardal au Panthéon, parce que pour moi, elle est le symbole de ce que l'on cache sur les contributions des femmes et que je dis que compte tenu de tout ce qu'elle a fait, elle doit avoir sa place au Panthéon par la position d'une plaque. Mais ce qui m'importe dans ce travail sur Paulette Nardal, c'est pas tellement l'arrivée. Évidemment, j'espère qu'à un moment donné, elle aura sa plaque au Panthéon. Mais c'est le chemin qui m'intéresse. Le chemin, c'est de pouvoir écrire à des maires pour qu'ils puissent donner des noms de rues. C'est ce qui est en train de se faire. C'est de faire que des établissements scolaires portent le nom Paulette Nardal. Un lycée à Ducos, un ensemble scolaire primaire à Malakoff. De voir que des rues, aussi bien à Marseille qu'à Ducos, portent son nom, de voir que des salles portent son nom, que ce soit à la DEA, la préfecture ou à Berlin. C'est ça le travail pour moi, c'est d'aller dans les établissements scolaires pour parler de Paulette Nardal, de ses contributions à des élèves dont les yeux s'écarquillent de plus en plus en disant « mais c'est pas possible cette famille » parce que derrière Paulette Nardal, il y a la famille Nardal qui était une famille d'excellence. Donc, ce travail, je l'entreprends, ce travail de réseautage, parce qu'il me semble symboliquement très important et je l'entreprends en même temps donc que mon travail de recherche sur Christiane Eda-Pierre. Christiane, je suis vraiment stupéfaite de voir qu'il n'y a rien d'écrit sur elle. Il y a très très peu de choses. Or, c'est non seulement la première cantatrice noire de France, mais c'est la seule cantatrice noire francophone en France à avoir eu cette carrière internationale. Il y a eu des Américaines noires qui sont passées, comme Marianne Anderson par exemple. Plus tard, il y a eu d'autres femmes.
Mais elle est la seule. Et c'est une Martiniquaise et on n'en parle pas. Et de plus en plus, je constate que dans la société martiniquaise, des gens ne savent pas qui elle est. Donc, ça me paraît important d'écrire un livre sur elle. Elle est très enthousiaste. Donc, elle coopère, on parle, on échange. Elle me donne des archives, elle me donne des photos. Donc, c'est un livre dans lequel vous trouverez aussi un certain nombre de photos. Et c'est un vrai bonheur d'écrire sur elle parce que je découvre aussi tout un pan de mon histoire martiniquaise avec des personnages qu'elle a côtoyés qui sont des personnes historiques importantes. Je parle de Gaston Monnerville, par exemple. Si je vous dis quel est le trait commun entre Dark Vador de la série Star Wars et Gros Minet, par exemple, du dessin animé Titi et Gros Minet, Yul Brynner, eh ben, c'est Georges Aminel qui est la doublure de tous ces personnages, qui était le premier noir à être admis à la Comédie Française, on n'en parle pas, et qui doublait ces personnages qui sont super célèbres. Et c'était Nadamine Christiane. Donc je découvre toutes ces personnalités et franchement, ça me donne un sentiment de fierté parce que je me dis, mais on a des personnages absolument extraordinaires et on n'en parle pas. Alors, c'est un livre que j'écris en auto-éditrice, mais je suis soutenue par 2 personnes, Bernard Ayotte et John Persanda, qui, par l'intermédiaire de leur fondation, me permettent tout simplement d'éditer le livre parce que éditer ce livre-là, on est sur du 12 000 € que je n'ai pas. Et donc, clairement, je comprends à ce moment-là que la question aussi, l'enjeu de pouvoir raconter notre histoire, il est aussi financier parce que si on n'a pas les moyens, eh ben, c'est pas possible d'avoir ces livres-là. Mais je trouve des personnes qui croient en moi et qui m'aident, notamment grâce à une amie soroptimiste, Lynn Rose Buzz, qui va me mettre en relation avec ces personnes. Je poursuis mes recherches sur les femmes inspirantes et je découvre que tout près de moi, il y a des soroptimistes qui sont elles aussi inspirantes. La première d'entre elles, c'est Nicole Jalot-Sainte-Rose, qui est ici ce soir, qui est la présidente fondatrice de mon club, mais qui est la première femme chirurgienne ophtalmique de Martinique. Je me dis, mais on a ces pépites-là. Je continue avec Blanche Darnal-Léoty, qui est la première femme inspectrice de police en Martinique, mais surtout la première femme noire commissaire divisionnaire en France. Et elle a un parcours extraordinaire. C'est elle qui représentait la France lors des grandes réunions internationales européennes sur les trafics d'êtres humains. Et chaque fois qu'elle arrivait dans ces réunions, invariablement, on lui disait « Mais comment ça se fait qu'il y ait des Noirs en France? Vous représentez la France, vraiment ?» Donc, elle devait en plus leur faire un petit cours d'histoire et leur expliquer. Je découvre Lynn Rose Buzz, qui est première femme conservatrice en chef des musées de Martinique. Et puis, je découvre des tas d'autres femmes. Marie-Thérèse Gertrude. Marie-Thérèse Gertrude, c'est la première femme noire à être titulaire d'une chaire scientifique en France. C'est la 3e. La première, c'est Marie Curie. La 2e, c'est sa fille, Irène Joliot-Curie. Donc la 3e, c'est Marie-Thérèse Gertrude. Je fais un focus de quelques minutes parce qu'il y a aujourd'hui un projet qui s'appelle les 40 sœurs d'Hypatie. Hypatie, c'était une scientifique du temps romain et on a décidé, certaines personnes se sont réunies, certaines associations, pour dire qu'il était temps de mettre à l'honneur des femmes scientifiques sur la Tour Eiffel. Aujourd'hui, sur la Tour Eiffel, on a 72 hommes qui sont mis à l'honneur. Aucune femme. Donc, on a créé ce projet entre la société d'exploitation de la Tour Eiffel et la mairie de Paris pour faire sortir 40 personnalités de femmes qui viendront rejoindre ces 72 hommes. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait 72 femmes. Mais bon, au moins c'est déjà ça, il y a 40 femmes. Et je suis en train de faire un travail de mailing, d'écriture à la mairie de Paris pour leur dire « Attention, il faut qu'il y ait de la diversité. Et dans cette diversité, il faut qu'il y ait Marie-Thérèse Gertrude, martiniquaise, qui est la première femme noire à avoir une chaire scientifique. » Alors, si certains d'entre vous ont des réseaux du côté de la mairie de Paris, écrivez-leur Marie-Thérèse Gertrude, parce qu'il ne faut pas qu'on passe à l'as. C'est très important ce travail de réseautage. Celui que je fais sur Paulette Nardal depuis bientôt 11 ans a payé, puisque vous avez certainement vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques,
où parmi les 10 statues de femmes, il y avait la statue de Paulette Nardal. C'est un travail qui est un travail de longue haleine, c'est pierre après pierre, mais quel bonheur, quelle joie de voir quand ça paye. Là, si on peut faire en sorte que il y ait Marie-Thérèse Gertrude martiniquaise parmi ces 40 femmes, franchement, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Donc, si vous pouvez, écrivez à la mairie de Paris pour demander qu'elle y figure. Je découvre Manon Tardon. Manon Tardon, figure très importante, originaire du Prêcheur, qui a été jeune femme accomplie, qui a fait ses études à la Sorbonne, mariée à un avocat, qui a très bien connu Gaston Monnerville, et qui va rentrer elle aussi, quand la France est occupée, qui va être résistante, et qui va rentrer dans l'armée française, dans la première armée de libération, celle qui est dirigée par le maréchal de Lattre de Tassigny, et qui va avoir un rôle très important. Elle est originaire du Prêcheur. Quand l'armée allemande capitule sur le terrain, nous sommes le 7 mai 1945, et le général de Gaulle dit non, ça suffit. Ça suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut qu'on ait cette capitulation de façon officielle. Donc, il faut aller la chercher à Berlin. Donc, il demande au maréchal de Lattre de Tassigny de faire une délégation pour aller récupérer la capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin. C'est une façon d'humilier effectivement l'adversaire, mais c'est une symbolique extrêmement importante. Dans cette délégation qui est très importante, il y a notamment une femme, Manon Tardon, originaire du Prêcheur de la Martinique. Si on expliquait l'histoire de France à nos jeunes, en mettant chaque fois des références martiniquaises, guadeloupéennes, etc., ça changerait leur intérêt pour l'histoire. Et donc, chaque fois que je vais dans un établissement scolaire, évidemment, j'en parle. Je découvre aussi Mayotte Almaby, qui a été chanteuse, compositrice, qui a écrit Madiana, qui a été repris par une certaine Joséphine. Je découvre Léona Gabriel, chanteuse, compositrice, qui a écrit La maladie d'amour, qui un temps a été reprise par un certain Henri Salvador, qui s'est bien gardé de dire que ça venait de Léona Gabriel. Procès après, et finalement, il a reconnu. Génie Alpha, évidemment, chanteuse, comédienne, militante pour la culture créole, mais aussi résistante. Darling Légistimus, comédienne. Cathy Rosier, qui a joué notamment avec Alain Delon. Une femme que l'on a un peu oubliée. Et puis, Adeline Fidelin, surnommée Adi. Quand on parle des magazines américains de mode, on vous dit que la première femme noire à y avoir été photographiée, c'est Naomi Campbell. Du tout. Adi Fidelin, guadeloupéenne, qui a été modèle pour Picasso, mais également la compagne de Man Ray, qui en était très amoureux. Man Ray qui a dû fuir la France, évidemment, avec les bruits de guerre pour se réfugier aux États-Unis. Il demande à Adi Fidelin de le suivre et elle ne peut pas parce qu'elle doit rentrer à la Guadeloupe pour s'occuper de sa mère qui est malade. Et ça a été un gros chagrin pour lui. Il n'y a pas longtemps, je regarde à la télé un documentaire sur Man Ray. Ben, vous savez qu'on parle de ses amours, on ne parle pas d'Adi Fidelin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est terrible parce que cette façon de passer sous silence les présences de femmes, et en particulier ces doubles peines pour les femmes de couleur, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Eusanne Palsy est la première réalisatrice noire à recevoir un César. Mais elle est également la première réalisatrice noire à tourner avec une major américaine. Les majors américaines, ce sont les grandes compagnies de cinéma américains. Elle n'avait jamais donné de budget à une femme pour tourner un film. La première femme à qui une grosse maison de films américaine donne un budget, c'est Eusanne Palsy, martiniquaise, pour tourner un film sur l'apartheid, une saison blanche et sèche, avec un certain Marlon Brando qui n'a jamais tourné avec une réalisatrice, des réalisateurs, oui, mais jamais une réalisatrice, et elle sera la seule femme à avoir tourné avec Marlon Brando. Et on n'en parle pas suffisamment. Et elle a reçu, il y a quelques mois, un Oscar d'honneur des mains de Viola Davis aux États-Unis. Mounia, qui est mannequin international, égérie d'Yves Saint Laurent, et qui a ouvert la voie à des tas d'autres mannequins noirs.
Marie-Claude Valide. Marie-Claude Valide est la première femme noire aviatrice et la fondatrice d'une compagnie aérienne qui a fait concurrence à Air France, qui a détesté ça. Et on n'en parle pas. Et elle a créé, il y a quelque temps de cela, une école de formation pour les personnels navigants. Je découvre Gertie Archimède, première femme députée noire, avocate, qui a été également l'avocate d'Angela Davis à un moment donné en Guadeloupe. Je découvre André Pierre-Rose Bocali, qui est la première femme avocate de Martinique. Thérèse Yoyolikao, qui est avocate, bâtonnière, déléguée aux droits des femmes. Et évidemment, j'ai certaines femmes très, très proches de moi qui sont inspirantes, fortes et engagées. Donc, ma marraine, Marie-Alice, ma mère et Dina, qui sont les seules femmes à avoir créé une revue juridique à la Martinique. Il n'y en a jamais eu d'autres. La seule revue juridique qui a existé en Martinique, ce sont elles trois qui l'ont créée. On les appelait les drôles de dames du palais à l'époque. Et puis, chemin faisant, je me retrouve à faire mon deuxième ouvrage. Alain est effectivement quelqu'un que j'ai rencontré, je dirais, sur le tard. Et il y a dans la famille une histoire selon laquelle nous sommes une branche issue de la famille Crassou de Médeuil. La famille Crassou de Médeuil qui est la famille des Roms JM. Et ma marraine va mettre en relation Alain et ma mère et tout de suite, Alain va appeler maman cousine, il va m'appeler moi aussi cousine. Et quand je vais je vais faire ce travail de généalogie avec lui pour identifier l'ancêtre commun qui est un certain Joseph Crassou de Médeuil et reconnecter avec des histoires familiales. Et l'histoire, c'est que c'est pas une histoire dans la violence, c'est une histoire d'amour entre une de mes ancêtres qui est tombée amoureuse d'un jeune homme de famille béquet, Joseph Crassou de Médeuil, qui est enceinte. Et évidemment, ils ne peuvent pas se marier parce que ce n'est pas possible à l'époque. Et elle va se marier avec un de ses cousins pour pouvoir laver son honneur. Et lui, de son côté, va se marier avec une des femmes désignées dans sa famille pour pouvoir continuer la famille. Et donc, on arrive à identifier tout cela. Et pour nous, oui, c'est vrai qu'on s'appelait mon cousin, ma cousine. Et c'est vrai que ça choquait certains béquets, tu l'as dit tout à l'heure, et que dans ma famille ou autour de moi, quand je disais mon cousin, les gens me regardaient un peu bizarrement. Et j'ai expliqué que cette relation-là, qui était une relation affectueuse, nous l'assumions parfaitement tous les deux. Parce que ça correspondait à qui était Alain, quelqu'un d'extrêmement ouvert et quelqu'un qui avait envie véritablement d'être complètement intégré dans son histoire et dans son pays. Et c'était la même chose pour moi. Je n'étais pas dans une opposition par rapport au béquet. Donc, il n'y avait pas de raison qu'à ce moment-là, nous ne développions pas cette relation d'amitié et cette relation affectueuse. Et ce livre, on l'a d'abord fait, Alain l'a d'abord fait à quelques centaines d'exemplaires pour distribuer à sa famille. Et il se trouve à sa famille et à ses amis, et que Bernard Ayotte l'a lu. Et Bernard Ayotte et son fils Stéphane ont estimé que c'était un livre qui parlait d'une façon tellement ouverte des relations entre les communautés que c'était important qu'il puisse être édité à plus d'exemplaires. Et donc, j'ai pu éditer 2000 exemplaires de cet ouvrage. Pareil, on est sur des montants équivalents de l'ordre de 12 000 euros, 13 000 euros. Et encore une fois, sans ces mécènes, je n'aurais pas pu faire ces livres-là. Ce qui me permet de faire une parenthèse, parce que j'entends beaucoup des gens dire que, en fait, il n'y a que les béquets qui ont de l'argent à la Martinique. D'abord, ce n'est pas vrai. Et ensuite, j'ai sollicité des personnes qui sont plus de ma génération. Alors, Président, tu as ma gratitude éternelle parce que tu as parlé de moi comme ayant une quarantaine d'années. J'ai 55 ans que j'assume avec bonheur. Donc, merci. Et donc, des gens de ma génération qui ont 50, 40, mais ou 50, 55, 60, qui sont des entrepreneurs, mais ça ne les intéresse absolument pas d'investir dans la culture et ils ont largement les moyens. Et ça, c'est un vrai travail que j'ai décidé d'entreprendre pour essayer de leur expliquer que non, ça fait partie aussi de leur devoir par rapport au pays. C'est-à-dire, quand on a réussi, à un moment donné, il faut redonner. Parce que des histoires qui ne sont pas écrites, ce sont des histoires qui vont se perdre.
Et dans le contexte de ChatGPT, où ChatGPT ne reprend, enfin l'intelligence artificielle en général, ne reprend que ce qui existe. Donc si les histoires n'existent pas, elles ne sont pas reprises, et dans 10 ans, même pas peut-être dans 5 ans, il n'y aura plus d'histoire de Martiniquais et de Martiniquaises. Donc il y a un véritable enjeu là-dessus. Et donc, pour moi, c'est important de faire ce travail-là de réseautage. C'est important de continuer à travailler en assumant mes ancêtres, en disant que je ne suis pas dans un positionnement d'opposition au béquet. Et donc, j'intègre aujourd'hui des femmes béquets dans mes recherches sur les femmes inspirantes. Anne-Marie Litté, qui est la fondatrice des Yaourts Litté, et évidemment Geneviève Dormoy, qui a créé les liqueurs Dormoy. Et elles ont toutes les deux un parcours similaire, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à travailler dans leur cuisine, avec des maris qui leur disaient mais non en fait pourquoi tu fais ça et pourquoi tu les vends. Il y en a une qui partait vendre Geneviève Dormoy avec sa 4L, elle allait vendre partout ses liqueurs au grand désespoir de son mari qui disait que sa place n'était pas là. Et ces deux entreprises, les Yaourts Litté et les liqueurs Dormoy, sont aujourd'hui des PME. Et ce sont des femmes qui pour moi ont des problématiques similaires à toutes les autres femmes entrepreneuses en Martinique. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Et je travaille aussi, et ça, on en discute beaucoup avec ma mère, sur des questions qui sont aussi très, très prégnantes à l'heure actuelle. C'est les questions de réparation qui sont très, très à la mode. Et parmi des modalités, entre guillemets, de réparation, il faut savoir qu'il y a des pays qui ont réfléchi à ça avant nous. Évidemment, l'Afrique du Sud, après la période de l'apartheid, mais plus près de nous, la Barbade. La Barbade qui a créé une commission réconciliation-vérité. Et parmi les axes de réparation, on a l'aspect culturel. Donc, ça fera l'objet d'autres conférences, mais il y a matière à faire, il y a des pistes qui ont été développées aussi par les Noirs américains. Et donc, je continue à travailler sur les personnalités inspirantes et je découvre des personnalités beaucoup plus contemporaines. Par exemple, Marie-Françoise Marinelli, qui est à la Banque mondiale, directrice du département Afrique. Et c'est elle qui est, au nom de la Banque mondiale, l'interlocutrice des chefs d'État africains. C'est une Martiniquaise. Je découvre Marilyn Sefok. Marilyn Sefok, l'originaire de la Martinique, qui pendant 8 ans a été la conseillère spéciale d'Obama avec son bureau à la Maison-Blanche, par la suite conseillère de Hillary Clinton pendant sa campagne, qui a une chaire universitaire à l'université de Howard aux États-Unis, qui est une des plus prestigieuses universités américaines. C'est une Martiniquaise. Je découvre aussi Karine Jean-Pierre, de parents haïtiens, née à la Martinique, qui a été porte-parole de la Maison-Blanche sous l'administration Biden. Alors, que ces messieurs se rassurent, j'écris aussi sur des personnalités masculines. J'ai fait récemment une conférence sur le docteur Hippolyte Maurestan. Le docteur Hippolyte Maurestan, qui est le chirurgien des gueules cassées. Cet homme-là est devenu médecin à la veille de la guerre 14-18 et médecin militaire, et voyant l'état des hommes complètement défigurés, mâchoires arrachées, membres arrachés, revenir du front, a développé des méthodes particulières pour pouvoir les réparer. Et ces méthodes étaient tellement innovantes que des chirurgiens esthétiques du monde entier venaient assister à ces opérations pour apprendre ces gestes chirurgicaux. Il a également inventé des instruments chirurgicaux de chirurgie esthétique qui sont encore aujourd'hui utilisés. Il avait une telle réputation que quelqu'un comme Al Capone, qui a voulu changer de visage à un moment donné, a dit « c'est lui qui m'opère et personne d'autre ». Donc, cet homme-là est un Martiniquais originaire de Basse-Pointe. Et je fais en sorte que chaque fois qu'il y a des commémorations autour du 11 novembre, on puisse parler de lui. Alors, la maladie frappe à nouveau à ma porte. On est en 2022. Je suis atteinte depuis quelques années d'endométriose et je me retrouve aux urgences de la MFME. Je dois subir une intervention, je dois subir une hystérectomie. Et l'intervention dure très longtemps et j'ai de grosses complications après. Et je me retrouve sur mon lit d'hôpital en me disant « mais je ne sais pas si je serai là demain ». C'est la première fois que ça m'arrivait. Quand j'ai eu le cancer des années auparavant, je n'ai jamais eu peur de mourir.
Là, par contre, en 2022, je me dis, je ne sais pas si je serai là demain. Et quand je m'en sors, évidemment, je me dis, j'ai besoin de sens, j'ai besoin de plus de sens. La maladie m'a déjà interpellée en 2015, là, on est en 2022. Bon, il y a peut-être quelque chose à changer, même si j'aime mon métier, mais j'ai envie de faire autre chose. Donc, je deviens coach en prise de parole parce que je me rends compte que les femmes ont besoin d'être accompagnées à la prise de parole en public et qu'il y a une vraie compétence à leur donner. Statistiquement, les petites filles sont souvent censurées quand elles prennent la parole à l'école et ça continue et ça fait des femmes qui ont peur de prendre la parole ensuite à l'âge adulte. Donc, et je le vois avec mes clientes, donc je décide d'organiser des cours pour ça. J'organise des cours en leadership au féminin aussi et je me retrouve dans les établissements scolaires. Là, actuellement, depuis 2 ans, je suis dans une école au Lamentin à Petit Manoir à former des élèves à la prise de parole et au leadership au féminin. Franchement, au début, elles sont toujours super désagréables, ça les intéresse pas, elles se demandent pourquoi elles sont là. Et ça se termine en général, là, on fait une simulation de procès où chacune doit faire une plaidoirie et grâce au club Soroptimiste, je leur permets d'avoir des prix et elles sont totalement différentes, complètement transformées. Et ça me donne du sens, vraiment. Mais je m'interroge de plus en plus parce que je me dis, mais quelle reconnaissance pour les femmes, pour les ultramarins en général et les femmes en particulier. Je suis bien consciente qu'il manque des photos. Je suis bien consciente qu'il n'y a pas suffisamment de blogs, que les pages Wikipédia ne sont pas suffisamment renseignées. Et puis, féministe, je me rends compte qu'il y a une réelle désaffection pour la cause féministe. Alors, je fais une parenthèse, le féminisme, pour moi, il est dans son origine première, c'est-à-dire la recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes en termes de respect, de droits, de possibilités, de potentialité d'évolution. Il ne s'agit pas de vouloir la supériorité des femmes sur les hommes, pas du tout. Et je me rends compte qu'on a dans notre société des militantes historiques comme Jeanne Léraud, Solange Fitt-Duval, et que la génération des trentenaires, des cadras aussi, ne s'intéresse pas aux questions féminines et aux questions féministes. En tout cas, pas suffisamment. Sans compter qu'il y a quelque chose qui vraiment me tient à cœur dans ma mission d'avocate, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans ce contexte, je rencontre une femme qui est Ingrid Littré. Ingrid, elle m'est recommandée par une de mes amies avocates au barreau de Paris parce qu'elle est en pleine procédure, elle a commencé sa procédure de divorce. Ça se passe pas bien, elle a un avocat qui est pas spécialisé en droit de la famille, elle veut changer et en plus, elle veut quelqu'un qui soit médiateur parce qu'elle n'a pas du tout envie d'être en guerre avec son mari, donc Kalash. Elle veut trouver un accord. Elle est enceinte à ce moment-là. Il y a une petite fille qui a déjà 2 ans, 3 ans et demi. Donc, elle veut arriver à un accord. Donc, elle demande à cette avocate qui la conseille en droit des sociétés, qui est May Marquez, dont je parle dans le livre, si elle a quelqu'un à lui conseiller, et May qui me connaît, qui connaît mon travail sur la médiation, j'ai créé une association de médiation, lui dit, mais voilà, je pense que c'est Catherine, et effectivement, on se parle, on se voit en 2020, et je décide de l'accompagner. Et pendant 5 ans, je vais l'accompagner dans ses procédures de divorce. Et je me retrouve face avec cette femme qui vit vraiment un acharnement procédural de la part de celui pour qui elle a abandonné complètement sa carrière. Quand elle le rencontre en 2009, elle est 8e à l'élection de Miss Monde, elle est mannequin, elle est promise à un très grand avenir. New York, elle a des propositions, elle a créé une maison de stylisme avec sa tante, mais elle décide de mettre entre parenthèses pour ce jeune artiste qui est moins connu qu'elle à l'époque. Je rappelle aussi que c'est la première Miss à concourir avec des cheveux naturels, ça on a beaucoup oublié ça, qu'elle a coiffé en plus en locks, qu'elle a décoloré, ce qui cause un choc terrible à l'époque en Martinique. Il paraît que tout le monde en parlait dans la rue, à la poste, en disant « mais comment elle peut oser aller à une élection sans se défriser les cheveux ?» Mais c'est pas possible. Donc, il y a des gens qui trouvent ça au contraire très bien, ça casse les codes et tout. Donc, elle crée vraiment le buzz et la nouveauté. Et donc, elle met sa carrière entre parenthèses pour accompagner ce jeune artiste. Et donc, pendant 5 ans,
je me retrouve, après leurs années de vie commune, après leurs années de mariage, à l'accompagner dans ses procédures de divorce. Ça va être un marathon parce qu'en plus, je constate toute la difficulté qu'il y a, les plaintes qui n'aboutissent pas, les pensions alimentaires qui ne sont pas payées, qu'on essaie de faire exécuter. Pour vous résumer les choses en une phrase, j'ai une très bonne amie magistrate qui a lu le livre il y a quelques jours et qui m'a envoyé un message. Elle est magistrate, procureure. Elle me dit, pas en Martinique, dans une ville en France, elle me dit c'est un vrai déni de justice qu'a connu ta cliente. Donc, on est sur quelque chose d'énorme. Et pendant ce temps, pendant ces 5 ans, Ingrid est régulièrement insultée par son mari sur les réseaux sociaux, qui la traite de tous les noms. Je suis même obligée à un moment donné de prendre un communiqué pour dire que ce n'est pas normal. Je me fais à mon tour attraper par son mari qui m'interpelle sur les réseaux sociaux. Et un jour où elle vit une situation vraiment difficile, je lui dis « Mais Ingrid, il faut écrire votre histoire. Je pense que votre histoire est importante parce que c'est celle de milliers de femmes à la Martinique. » Et pour ça, mon rêve de créer une maison d'édition me revient et je me dis « Je vais créer cette maison d'édition. » Et je vais la créer d'autant plus que le sujet est vraiment explosif et qu'en plus, il faut libérer la parole. Et donc, je veux pouvoir être libre au niveau éditorial. Je ne veux pas qu'une maison d'édition me dise « Non, ça vous écrivez, ça vous n'écrivez pas, ça vous modifiez, ça… » Voilà, je veux être libre. Donc, pour moi, il y a cet enjeu-là. Pouvoir parler des histoires inspirantes, ça fait longtemps que j'y pense, donc avoir cette maison d'édition, mais surtout pour ce projet-là, avoir véritablement le champ libre. Je suis aidée par ma famille et je n'y serais jamais arrivée sans ma famille et mes amis, vraiment, dont certains sont là ce soir et que je remercie du fond du cœur. Maman chérie, tu es quelque part. Gros câlin. Et je décide de créer ma maison d'édition Pilibo. Pilibo, c'est ce bonbon que vous connaissez de plusieurs couleurs qui s'appelle Philibo, mais que moi, petite fille, j'appelais Pilibo. Je ne sais pas pourquoi, je l'appelais Pilibo. Donc, j'ai décidé d'appeler ma maison d'édition Pilibo. Et donc, je sors le premier livre de la maison d'édition, mais le 3e livre, mon 3e livre, Ingrid Littré, Sa vérité. On l'annonce le 25 novembre 2024, c'est-à-dire précisément le jour de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc là, tout de suite, ça plante le décor. Donc, pétage de plomb déjà commence. Et on annonce une sortie numérique le 13 décembre et une sortie papier le 20 décembre. Les préparatifs, je cherche des mécènes parce que j'ai besoin d'avoir des fonds pour éditer. Et là, je me tourne vers des amis de la famille, en particulier une famille de ma meilleure amie à Paris quand j'étais étudiante. Son père et elle vont me donner plusieurs dizaines de milliers d'euros pour commencer ce projet-là. Ils vont me prêter en fait cet argent. Je constitue ma structure. Je fais un manuscrit que je travaille à plusieurs reprises. Je constitue un comité de lecture. Je fais lire à plusieurs personnes et à chaque fois, je fais signer un engagement de confidentialité aux personnes qui lisent le livre. Il y a une 20aine de personnes qui lisent le livre. Engagement de confidentialité pour ne pas que le sujet fuite. Je constitue une équipe de communication, de commercialisation. Une 15aine de personnes pour travailler dans le plus grand secret sur le sujet. On prépare la sortie, tout est timé, on travaille sur les réseaux sociaux, donc il faut absolument, c'est une matière que je ne connais pas, donc il faut absolument faire les choses. C'est une autre culture, les réseaux sociaux, de façon particulière. La communication est l'axe le plus important dans ce livre. Et en plus, je prépare des bonus qui sont des mini-interviews entre Ingrid et moi sur les chapitres du livre auxquels les personnes auront accès à l'aide de QR codes qui sont glissés dans le livre. Les QR codes sont tournés dans un hôtel quelque part en Martinique dans le plus grand secret et je suis super surprise de voir qu'on arrive à garder le secret parce que quand l'annonce du livre sort le 25 novembre, personne n'est au courant et monsieur n'est pas au courant, je le sais. Et évidemment, tout le monde attend que le livre sorte. Le livre va sortir en version numérique le 13 décembre. On avait réalisé avec les équipes, donc parmi les personnes de l'équipe, il y avait des personnes qui étaient sur la technique, en particulier sur la façon de sécuriser la version numérique, parce qu'on savait qu'il y aurait du piratage.
Et on avait sécurisé de telle sorte qu'on pensait qu'a priori, on avait entre 10 et 15 jours de vente sans piratage. En réalité, les personnes ont craqué ça en 3 jours. La volonté était clairement de le faire. Le livre a été vendu en version numérique à 3500 exemplaires. Il s'est échangé en version piratée à 10 000 exemplaires. J'ai un manque à gagner de 300 000 €. Je le fais sortir en papier. L'imprimeur, qui est mon imprimeur habituel, mes précédents livres, il me les a toujours livrés avec 2-3 jours d'avance. J'en ai commandé 2500 en Martinique et 1500 à Paris. 1500 à Paris, c'est livré sans problème. Le 18 décembre, nickel. En Martinique, j'attends 2500 exemplaires. Le 20 décembre, je n'en récupère que 225. Je fais venir de toute urgence. On est à la veille de Noël. Je sais que les gens veulent acheter. Dans tous les réseaux, les gens disent où est-ce qu'on trouve le livre papier, etc. Je fais venir de toute urgence des livres papier de Paris pour en avoir au moins 500 pour les fêtes. Mais j'ai un manque à gagner terrible que j'ai pas récupéré, puisqu'une fois que les fêtes sont passées, c'est pas récupéré. Et au niveau de la médiatisation, certes, il y a une médiatisation, mais je suis dans la rubrique littéraire. Je n'arrive jamais à être ni dans un journal télévisé, ni dans un journal radio, ni dans une émission de faits divers. Le fait que j'écrive ce livre, d'une part sur les violences faites aux femmes, mais que je mette en cause une personnalité aussi médiatique est quelque chose qui ne m'est pas pardonné jusqu'à présent. Et les réactions sont des réactions d'un déferlement de haine et d'insultes sur les réseaux sociaux, avec des menaces qui sont clairement affichées sur les réseaux, désolée pour la coquille. Et en particulier, il y a quelques semaines de ça, monsieur qui me fait directement des menaces. Donc sur son compte à lui, on le voit d'abord avec cette photo de lui avec son bébé dans les bras, avec une arme à feu, et après toute une série, je ne vous ai pas tout mis, de posts sur lesquels il dit clairement « je vais m'occuper de toi maintenant ». Voilà. Je dois aller signer à un moment donné, on doit faire une signature, Ingrid et moi, à Cultura la veille. Il nous envoie un post faisant comprendre qu'il va envoyer du monde. J'ai des personnes qui me contactent à titre privé, qui me donnent des éléments précis en me disant « fais attention parce qu'il y a telle ou telle chose ». Je renonce complètement à mon carnaval, je me déplace différemment. Pour la signature, je suis obligée de prendre un agent de sécurité rapproché. Enfin voilà, je modifie complètement mes habitudes. Mais je tiens bon. C'est dans ce contexte que je suis arrivée donc à Tous Créoles et que je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Donc merci beaucoup. Des associations féministes ont fini par se mobiliser parce qu'elles ont mis beaucoup de temps à le faire. Quelques médias qui sont des médias sur les réseaux sociaux, mais absolument aucun des grands médias, mais certains d'entre eux se sont mobilisés pour dire que ce n'était pas acceptable d'être ainsi menacé sur les réseaux sociaux. Évidemment, je dépose plainte, pas en Martinique, mais à Paris, et on verra bien ce que ça donnera. La suite, c'est qu'évidemment, je ne vais pas abandonner le combat, donc je continuerai à travailler sur cet ouvrage. Mais il y a d'autres ouvrages qui sont en préparation pour la maison Philibaud. Manon Tardon, que je travaille avec maman, enfin c'est surtout maman qui le travaille. Paulette Nardal, que je sortirai en octobre de cette année, à la date anniversaire de sa naissance. Donc j'espère bien revenir pour une prochaine conférence sur Paulette Nardal. Je pense aussi faire quelque chose sur Hippolyte Maurestin, parce que je pense qu'il faut absolument qu'il soit davantage connu. À un niveau national, toutes ces personnes, bien sûr. J'ai été sollicitée à la sortie de la maison d'édition par des personnes qui me demandent d'écrire leur histoire. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre à ces sollicitations, de pouvoir monter des masterclass d'écriture, parce qu'il y a aussi un vrai besoin pour des gens qui ont besoin d'apprendre à écrire leur propre histoire, même sans être publiés, mais d'écrire. Et puis bien évidemment, j'aimerais continuer mes formations de leadership au féminin, parce que je pense que c'est très très important de pouvoir permettre aux femmes de prendre la parole. Et puis là, mon projet immédiat, c'est un projet de documentaire sur les violences faites aux femmes et surtout les pistes pour en sortir. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des pistes pour en sortir. Je donne un exemple, les neurosciences, qui permettent de comprendre pourquoi les femmes en situation de violence retournent dans le milieu de violence quand elles en sortent ou n'arrivent pas à en sortir. Parce que beaucoup de scientifiques se sont penchés sur la question au Canada. Ils expliquent que
la situation de violence répétée modifie la chimie du cerveau et que la femme a du mal à sortir, d'abord parce qu'elle est dans des situations de ce qu'on appelle de sidération, et ensuite parce que son cerveau a cette réponse qui est celle de la violence. Et que pour l'en sortir, il faut partir avec une sorte de rééducation en neurosciences. Il y a des choses, des techniques comme le neurofeedback, par exemple, qui sont des techniques utilisées pour des syndromes post-traumatiques à l'époque des soldats américains qui sortaient de la guerre du Vietnam et par la suite des guerres plus récentes en Irak, par exemple. Et donc, il y a des techniques pour en sortir, des expériences pilotes qui sont menées notamment à la prison de Ducos, dont on ne parle pas, parce qu'évidemment, on ne parle pas des expériences qui réussissent, mais il y en a. Et donc, moi, je souhaite faire ce documentaire pour poser véritablement cette question de la violence faite aux femmes, de dire que c'est un héritage générationnel. Dans le livre d'Ingrid, j'explique que sa grand-mère, sa mère, avant elle, en ont été victimes. Et chaque fois, avec le même modèle, ça se passe devant l'enfant. La grand-mère d'Ingrid a subi des violences devant sa fille, la mère d'Ingrid. La mère d'Ingrid a subi ces violences de la part du père d'Ingrid qui lui a pointé un revolver sur la tempe. Ingrid dormait dans ses bras. Et Ingrid subit des violences de la part de son conjoint Kalash qui l'attrape à la gorge sur une place des Invalides à Paris, alors que la petite est dans la voiture à 9 mois. Donc, on est sur une répétition générationnelle de violence et c'est une récurrence de schémas en Martinique. Je rappelle qu'on est le premier département en matière de violence conjugale, le premier département en matière de consommation d'alcool et d'addiction, et aussi le premier département en matière de suicide chez les hommes. Donc, tout ça, ce n'est pas par hasard. Donc, il y a des choses pour en sortir. Et c'est vrai qu'avec ce livre, je me retrouve un peu catapultée aujourd'hui à être à la tête de ce combat pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est vrai que ça a un prix. Aujourd'hui, j'avoue que je sors de 3 mois difficiles émotionnellement, avec le soutien de ma famille, certes, mais ça a été très dur. Entre le manque de soutien de certaines associations, entre les menaces reçues, etc. Mais je tiens bon et je pense qu'il faut que nous tenions bon parce que il est temps de sortir de ces engrenages-là pour que nous puissions avoir d'autres espoirs pour notre jeunesse. Donc, je reviendrai probablement vers vous pour vous demander votre aide pour ce documentaire. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci, merci.